C'est pas un hasard d'ailleurs si Seligman a été accusé d'avoir travaillé pour la CIA par la suite, hein. Accusations qui se sont révélées être fondées. C'est-à-dire, je vais pas jeter l'opprobre sur Seligman parce que les travaux qu'il a fait par la suite sur l'optimisme appris sont vraiment dignes d'intérêt et mériteraient, je suis pas là pour le juger, mais en tout cas de racheter quelconque travaux qu'il ait fait pendant la guerre froide. Mais là, vous voyez évidemment l'intérêt, mettre la prison dans la tête de quelqu'un. Et on va voir dans quelle mesure c'est faisable. Donc, au début, l'hypothèse, c'était que l'impuissance apprise était conditionnable, avec une décharge électrique, vous la rentrez, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une impuissance apprise. Mais en fait, en 2016, on a découvert que c'est pas on appelle encore ça l'impuissance apprise, mais en fait, c'est pas vraiment appris, c'est le comportement normal. C'est le cerveau reptilien qui crée le comportement d'impuissance, mais c'est le néocortex, la partie la plus évoluée, si vous voulez, du cerveau, frontal, qui va médier la sortie de l'impuissance apprise. Et ça, c'est découvert tout récemment, vous voyez, 2016. Il a fallu attendre, en fait, des travaux en neurosciences pour essayer de comprendre quels circuits sont impliqués dans l'impuissance apprise, pour comprendre qu'en fait, c'est le noyau dorsal du rafet, donc ça fait partie de ce qu'on appelle le cerveau reptilien, qui provoque l'impuissance apprise, alors que l'optimisme appris, lui, il est médié par le cortex préfrontal, ventromédian en l'occurrence, qui lui est du néocortex, c'est la partie la plus évoluée du cerveau. Ça a des implications très intéressantes, hein. Ça veut dire qu'en quelque sorte, pour simplifier dans une conférence qui va faire 1 heure, qu'on peut s'en sortir et que on peut apprendre l'optimisme.